C'est en fonction de l'actualité, chers téléspectateurs, que j'ai retenu le sujet que je vous propose aujourd'hui. On constate en effet une crise importante de la mondialisation, on connaît l'essor du souverainisme dans de nombreux pays, l'America First du président Trump. En gros, nous constatons une crise du multilatéralisme tel qu'il a pu fonctionner au cours des dernières décennies. Et il m'a paru intéressant, utile et pertinent de revenir pour cette raison sur ce que fut l'expérience malheureuse de la Société des Nations pendant l'entre-deux-guerres. La SDN, c'est d'abord une idée américaine, celle du président démocrate Wilson, élu en 1912, puis réélu en 1916. Wilson, qui, avant même l'entrée en guerre de son pays en avril 1917, appelait de ses vœux l'apparition d'un concert formel de puissance pour éviter le retour d'une catastrophe comparable à la guerre qui s'était déclenchée en Europe en 1914. Il fallait, selon lui, bâtir une paix sûre en utilisant une force majeure dérivant d'une organisation de l'humanité. Voilà quel était le projet général donc du président américain, et il l'avait formulé dès janvier 1917, donc avant l'entrée en guerre américaine d'avril, au cours de son fameux discours sur l'état de l'Union qui faisait suite à sa réélection de novembre 1916. Wilson se proclamait partisan d'une paix du droit. C'est un peu normal puisqu'il était juriste de formation. Il était le partisan également d'une nouvelle diplomatie ouverte qui romprait avec les pratiques de la diplomatie secrète antérieure. Par ailleurs, il se prononçait en faveur du principe des nationalités, en faveur d'un arbitrage international en cas de crise risquant de déboucher sur la guerre. Alors tout ça n'était pas tout à fait nouveau. Dès l'époque des Lumières, on avait espéré bâtir les conditions d'une paix perpétuelle. L'abbé de Saint-Pierre, dont nous avait parlé ici même Jean-Pierre Bois il y a quelque temps, avait été un pionnier en ce domaine, et Emmanuel Kant, en 1795, dans son essai sur la paix perpétuelle, revenait sur cette idée. Alors, le message de Wilson, tel qu'il est formulé dès le début de 1917, va rencontrer très vite un puissant écho dans les pays de l'entente, tout du moins. En mars 1917, lors de l'investiture en France du gouvernement d'Alexandre Ribot, eh bien, nous avons la formulation d'un espoir, celui de voir naître un jour une association des nations. Et la Chambre des députés française revient en juin sur cette question. Début juillet 17, les diverses obédiences maçonniques réunies à Paris au Grand Orient de France adhèrent également à ce projet de SDN, et des déclarations favorables se multiplient tout au long de l'année 1917. Entre-temps, l'Amérique est entrée en guerre, on sait dans quelles conditions, en avril 17, et lors de son message au Congrès du 8 janvier 1918, eh bien Wilson va formuler ces fameux 14 points qui sont les buts de guerre, en fait, des États-Unis associés à l'entente, donc depuis l'année précédente. Et parmi ces buts de guerre, le 14e et dernier point formulé par le président américain, eh bien c'est la réclamation d'une association générale des nations en vertu de conventions formelles ayant pour objet d'offrir des garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégralité territoriale aux petits comme aux grands États. Voilà formulé clairement la demande de création d'une société des nations. Wilson confirme lors d'un discours prononcé sur la tombe de Washington à Mount Vernon, et tout naturellement, quand en janvier 1919, 2 mois après la victoire, eh bien, la conférence de la paix va se réunir à Paris, la Société des Nations va être à l'ordre du jour et même va bénéficier d'une véritable priorité, puisque c'est de cette question, la rédaction du pacte, du covenant de la SDN, que l'on va s'occuper en priorité avant d'aborder les questions territoriales, financières, plus techniques qui vont suivre. Ce sont les anglo-saxons qui sont à la manœuvre. L'anglais, c'est
Seelhurst, l'Américain Hunter Miller, ce sont eux qui préparent la rédaction des 26 articles du pacte ou covenant de la fameuse Société des Nations. Tout cela est approuvé le 28 avril et ces textes seront intégrés à tous les traités à venir issus de la conférence de la paix. Alors, cette Société des Nations, ses premiers membres, eh bien, ce sont les 32 États de l'entente, dont 4 dominions britanniques, et puis 13 autres pays qui étaient demeurés neutres, mais les ennemis de la veille sont provisoirement exclus de la Société des Nations. Il en va de même pour la Russie soviétique, qui voit dans l'institution un instrument du capitalisme international. Alors, cette Société des Nations, elle repose sur 3 organismes principaux. D'abord une assemblée générale qui se réunit tous les ans à Genève, au Palais des Nations, qui a été construit pour la circonstance. Tous les États membres participent à cette assemblée générale, qui peut voter des résolutions ou des recommandations. Le pouvoir exécutif, si l'on peut dire, appartient à un conseil de la SDN, qui compte 4 membres permanents, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon. On verra que les USA se tiennent à l'écart. Plus 4 autres, puis 9 membres permanents, non permanents, pardon, qui sont élus régulièrement chaque année par l'Assemblée générale. Alors ce conseil de la SDN, il a le pouvoir, en cas de crise, de désigner l'agresseur si un conflit a lieu, et il a le pouvoir de prendre des sanctions. Mais ces décisions doivent être prises à l'unanimité, ce qui limite quelque peu son efficacité. À côté de l'Assemblée générale et du Conseil, un secrétariat comprend environ 600 fonctionnaires, et il faut ajouter au système de la SDN des institutions auxiliaires comme la Cour de justice internationale de La Haye, la Commission internationale des mandats, qui va jouer un rôle important après la guerre quand il s'agit de gérer les anciennes possessions allemandes ou ottomanes par exemple, et puis également un bureau international du travail. Alors tout cela a été imposé par la volonté de Wilson, avec des alliés de l'entente qui rechignaient quelque peu, qui tout du moins ne considéraient pas tout cela comme prioritaire, mais ce qui est tout à fait surprenant, c'est que cette SDN, eh bien, elle va être rejetée par le Congrès américain. Au Congrès américain, en effet, le républicain Henry Cabot Lodge, le sénateur de l'Idaho William Borah, vont se faire les champions de l'America First, de l'isolationnisme, du refus d'un traité contraignant en quoi que ce soit les États-Unis, et du coup, ni le pacte de la SDN, ni les traités issus de la conférence de la paix ne seront ratifiés par les États-Unis, qui, à travers ce refus, d'ailleurs, oublient qu'ils s'étaient engagés à garantir les traités conclus, et notamment le traité de Versailles, ce qui va évidemment laisser les Européens à eux-mêmes, les Anglais faisant la même chose que les Américains. C'est la France qui va se retrouver avec la responsabilité d'assurer l'exécution du traité. On pourrait penser que les élections de 1920 pouvaient inverser la tendance. Il n'en est rien. C'est le républicain Warren Harding qui est élu. Lui aussi est un champion de l'America First au nom du maintien de la liberté d'action américaine. Alors, les États-Unis, donc, ne seront pas, au moins au départ, dans la SDN. Les vaincus sont exclus, nous l'avons dit. Certains, je pense à l'Empire Habsbourg, austro-hongrois, ont disparu, l'Empire ottoman tout autant. L'URSS se tient à l'écart également. C'est seulement en 1926 que l'Allemagne est admise. La Turquie rallie la SDN en 1932. L'URSS en 1934. Les États-Unis de Roosevelt vont finir également par se rallier. Mais entre-temps, déjà, le Brésil a quitté la SDN en 1926. Le Japon, condamné pour l'affaire de Mandchourie en 1932. Et l'Allemagne va en faire autant en 1933, après l'échec des négociations de Genève sur le désarmement.
En fait, la SDN est en grande partie paralysée par la règle d'unanimité qui est censée s'imposer pour qu'elle puisse décider de quelque chose. En plus, les propositions du Français Léon Bourgeois de création d'une force internationale ont été rejetées, ce qui fait que la SDN n'a aucun pouvoir coercitif et, de ce fait, n'impressionne pas grand monde. Elle va rester passive lors du coup de force polonais contre Wilno, lors du coup de force polonais contre la Silésie en 1921, lors du coup de force de la Lituanie contre Memel en 1923. Le différend italo-grec va être réglé directement par les deux États sans passer par la SDN en 1923. Pendant la guerre du Chaco qui oppose le Paraguay et la Bolivie en Amérique du Sud, eh bien la SDN se révèle parfaitement impuissante. C'est une médiation interaméricaine qui permettra de sortir du conflit. Quand en septembre 1931, le Japon occupe la Mandchourie, la SDN lui demande d'évacuer, mais ne le considère pas comme agresseur. Ensuite, un rapport défavorable est rédigé concernant cette action japonaise. Et bien, à ce moment-là, Tokyo va tout simplement quitter la SDN en 1932 et quelques années plus tard, le Japon s'attaquera à la Chine. Donc des échecs assez lourds, on le voit. En contrepartie, quelques succès, mais bien modestes. L'action de l'explorateur polaire norvégien Fridtjof Nansen, qui va s'occuper des prisonniers et puis des réfugiés au sortir de la Première Guerre mondiale, alors que dans beaucoup de pays, la situation est de ce point de vue assez catastrophique. C'est l'époque du fameux passeport Nansen qui va permettre à beaucoup de Russes, d'Arméniens d'échapper à l'enfer qu'ils connaissaient. Également, la SDN va apporter son aide aux réfugiés grecs qui ont quitté l'Asie mineure après les échanges de population prévus entre la Grèce et la Turquie lors du traité de Lausanne de 1923. La SDN va régler un différend frontalier entre la Grèce et la Bulgarie en 1925. Même chose en 1933 entre la Colombie et le Pérou. Et puis la SDN va encourager fortement, bien sûr, le rapprochement franco-allemand qui commence à partir de 1925. C'est l'époque du pacte de Locarno. C'est l'époque qu'on a appelée l'ère brillant-Stresemann. Les deux adversaires de la veille semblent opter pour un rapprochement significatif. La SDN va également présenter un bilan positif quant à l'administration de Danzig, ville placée sous son mandat pour que la Pologne pût disposer d'un débouché sur la mer à l'issue du corridor que l'on sait, établi entre la Prusse orientale et l'Allemagne. Et puis, administration également de la Sarre, où jusqu'en 1935, la SDN va administrer le territoire sans problème et va organiser dans de très bonnes conditions le plébiscite qui, en janvier 1935, à la grande déception de la France, va à plus de 90% faire que la Sarre, comme c'était prévu par les traités, va choisir à quel pays elle doit être rattachée et finalement c'est l'Allemagne qui l'emporte à plus de 90% des voix. Mais le problème qui plombe en quelque sorte la SDN, c'est quand même l'héritage des traités dont elle doit être la garante. Ces traités conclus à l'issue de la guerre sont des traités pétris de nombreuses contradictions. On connaît le fameux article 231 proclamant la culpabilité exclusive de l'Allemagne dans le déclenchement de la guerre. On connaît les articles relatifs aux colonies, selon lesquels l'Allemagne était indigne et incapable de la mission sacrée de civilisation. On connaît tous les problèmes de nationalité qui n'ont pas été véritablement tranchés, parce que établir des frontières étatiques sur une carte dans des régions où les nationalités sont extrêmement mêlées, c'est la porte ouverte à des crises à venir. Et sur les ruines de l'Empire Habsbourg, toutes ces questions sont particulièrement sensibles. On le voit avec la question de l'Anschluss, qui sera réglée de fait en 1938 par l'annexion de l'Autriche par Hitler.
guerre, la question de la Silésie au début des années 1920, où malgré un plébiscite favorable à l'Allemagne, eh bien les Polonais ont tenté de récupérer le territoire par la force, territoire que la SDN a finalement partagé entre les deux adversaires. Que dire aussi de la question des Allemands des Sudètes, où contre la volonté des populations, on a rattaché cette région à la Tchécoslovaquie. Pour le reste, on le sait, les rapports entre Tchèques et Slovaques dans ce nouvel État apparaissent difficiles, pour ne rien dire des minorités hongroises qui se retrouvent dans la Transylvanie devenue roumaine, pour ne rien dire aussi de la mosaïque ethnique yougoslave qui reconstituait en quelque sorte, d'une certaine manière, le modèle multinational que l'on avait voulu détruire en mettant fin à l'Empire Habsbourg. Il ne faut pas oublier une Italie mécontente parce qu'elle considère que sa victoire a été mutilée. Il faut dire aussi que la SDN sert de relais de puissance avant tout à la Grande-Bretagne. C'est Sir Eric Drummond qui est secrétaire jusqu'en 1933, Arthur Anderson qui préside la conférence du désarmement en février 1932, avec ses dominions et avec ses États clients. La Grande-Bretagne peut disposer à l'Assemblée générale de majorités, États clients parmi lesquels la Grèce, l'Irak, l'Iran, l'Égypte, l'Afghanistan, les États scandinaves. Alors la France a quelques clients en Europe centrale et orientale, mais c'est surtout l'Angleterre qui apparaît dominante. On le voit bien quand sont tracées les frontières entre l'Irak nouveau et la Turquie en 1925. Comme par hasard, le protégé irakien de la Grande-Bretagne récupère les pétroles de Mossoul. On le voit également à travers la modération de la SDN par rapport au Japon dans l'affaire de Mandchourie. En fait, il s'agit pour les Anglais de ménager l'ex-allié japonais de la Première Guerre mondiale contre une URSS perçue comme une puissance inquiétante à terme. Les Anglais vont adopter une attitude très différente, évidemment, vis-à-vis de l'Italie à l'époque de la guerre d'Éthiopie. Les Anglais vont également laisser faire à peu près complètement le réarmement allemand à partir de 1935. Ils vont même mettre la main à la pâte, si l'on peut dire, avec l'accord naval anglo-allemand de juin 1935 qui permet à la Royal Navy, à l'Allemagne, de disposer d'un tonnage représentant un tiers de celui de la Royal Navy. Pour l'Éthiopie, les Anglais vont être en première ligne également. Anthony Eden va rassembler les États de la SDN pour faire voter des sanctions contre l'Italie, ce qui fera que l'Italie quittera l'organisation. C'est lourd de conséquences, car jusque-là, l'Italie s'était retrouvée avec la France et l'Angleterre au sein du front de Stresa face à l'Allemagne. Eh bien, elle va évidemment se jeter bientôt, en octobre 1936, dans les bras de Hitler. Les choses, donc, on le voit, témoigne d'une large impuissance de l'organisation. On va voir à partir de 1936 qu'elle est incapable de réagir à la politique nouvelle menée par l'Allemagne, remilitarisation de la Rhénanie, politique allemande vis-à-vis des Allemands des Sudètes, fin de la Tchécoslovaquie en mars 1939, et puis finalement la guerre qui se déclenche en septembre 1939 à cause de l'affaire de Danzig entre l'Allemagne et la Pologne. Pour couronner le tout, en 1939, l'URSS, qui avait rallié l'organisation en 1934, eh bien, se voit finalement condamnée et exclue après avoir attaqué la petite Finlande au cours de la guerre d'hiver 39-40. C'est vraiment la fin de l'organisation, mais l'espoir d'une organisation générale des relations internationales demeure, et en 1945, les Américains seront les parrains à la conférence de San Francisco de la création de l'Organisation des Nations Unies.
Ce n'est pas vraiment une histoire très gaie que je vais vous raconter aujourd'hui, mais elle va nous permettre d'évoquer des événements de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et surtout, pour certains d'entre vous, elle va peut-être vous faire découvrir ou redécouvrir un de ces lieux étranges que la Terre cache parfois. Il s'agit de l'île de Clipperton, ou plutôt de l'île de la Passion. Je vais vous expliquer. C'est un lieu étrange, comme je vous le disais, perdu dans le Pacifique Nord, à environ 1000 km des premières terres habitées. Ce sont les côtes ouest de l'Amérique, près de l'isthme du Panama. Un atoll constitué d'une seule île et qui a la particularité d'être le seul atoll au monde dont le lagon est fait d'eau douce. Une eau douce apportée par les nombreuses pluies et qui sont gardées à l'intérieur car l'anneau de terre, en fait, s'est refermé, sans doute à la suite de violentes tempêtes. C'est vraiment tout à fait étonnant de voir, quand vous regardez les photos, l'atoll ressemble à un lac entouré d'un anneau de terre, comme je vous le disais, au milieu de l'océan. En tout, seulement 1,7 km² de surface de terre émergée pour une circonférence de 12 km environ. L'île de la Passion reste l'atoll le plus isolé du monde. Tout commence officiellement le 3 avril 1711, le jour, c'est le vendredi saint, où deux navigateurs français, Mathieu Martin de Chassiron et Michel Dubocage, chacun commandant une frégate, ils débarquent sur l'île et en prennent possession au nom du roi de France. Un peu plus tard, ils en dressent la carte. Auparavant, aucune carte ne mentionnait ce petit bout de terre du Pacifique Nord. Comme nous sommes le vendredi saint, les deux commandants baptisent l'île « Île de la Passion » en référence à la Passion du Christ. Alors pourquoi se fait-il que cette île porte aujourd'hui le nom de Clipperton? Eh bien parce qu'un vague navigateur anglais, plus ou moins pirate, de son état aurait découvert l'île plus tôt, en 1704, et y aurait peut-être séjourné et peut-être caché un trésor. En attendant, il n'est resté aucune preuve de son débarquement ni de sa découverte. Finalement, elle ne prend le nom d'usage de Clipperton qu'au hasard d'un atlas anglais en 1835. Pardon. Toujours est-il qu'au milieu du XIXe siècle, avec le projet du canal de Panama, la France se prend d'un nouvel intérêt pour cette île perdue dans le Pacifique et en 1858 la déclare possession française par l'intermédiaire du lieutenant de frégate Lecoat de Kervegen qui revendique ce territoire afin d'y construire un port de relâche pour les navires. Les relations n'étant pas au beau fixe entre la France et le Mexique, le pays le plus proche, ne sommes-nous pas quelques années avant l'expédition du Mexique et rappelez-vous le célèbre épisode de Cameron. Bref, le Mexique ne l'entend pas du tout de cette oreille et conteste cette annexion française. Le Mexique envoie alors une petite garnison afin d'assurer la garde de l'île. Entre-temps, une entreprise anglaise avait décidé d'exploiter la ressource la plus importante de l'île, le guano. Car ce petit confetti de terre au milieu du Pacifique est évidemment un refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux, entre autres des fous, qui couvrent l'île depuis des milliers d'années de leur fiente. Voilà une aubaine pour fabriquer de l'engrais. Le gouvernement mexicain envoie alors un jeune lieutenant, seulement âgé de 26 ans, avec une dizaine d'hommes. Ce lieutenant s'appelle Arnaud Ramón y Vignon. Il devient gouverneur de ce minuscule atoll. Vous remarquez, Vignon, que son nom a une consonance française. Car le lieutenant Arnaud Ramón y Vignon est un descendant de ces aventuriers français qui ont quitté la vallée de l'Ubaye, dans les Alpes du Sud, en particulier la région de Barcelonnette, au début du 19e. Ils sont partis pour faire fortune au Mexique en ouvrant des grands magasins et des usines de textiles. Beaucoup sont revenus très riches dans leur pays natal et se sont fait construire d'ailleurs de grandes maisons cossues dans un style belle époque que vous pouvez encore admirer aujourd'hui. Dans la vallée de l'Ubaye, on les appelle les villas des Mexicains. Mais revenons à l'île de Clipperton, à l'île de la Passion. La garnison de soldats ne vient pas seule, elle arrive comme dans un quartier militaire avec femmes et enfants.
Tous les soldats sont indiens. Ils appartiennent au 11e régiment d'Acapulco. Seuls Ramón y Vignon et sa femme sont d'origine européenne. Ramón parle couramment le français, ce qui pourra s'avérer utile dans cette période de tension entre le gouvernement mexicain et la France. Entre-temps, en 1906, le Mexique avait fait construire sur l'île un phare sur la seule proéminence de l'île, une espèce de rocher de 29 mètres qui sera habité par un gardien. Et il a fait également construire des bâtiments pour accueillir tout le monde. Il est à noter que le phare mis sur cette île a été construit par un ingénieur français, Eugène de Michelon, et a été fabriqué au Havre avant d'être monté sur l'île. D'autres habitants tiennent compagnie aux hommes, en plus des oiseaux de mer. Ce sont des crabes qui pullulent et encore aujourd'hui, il y a même une espèce endémique sur cette île qui s'appelle les crabes rouges qui sont tout à fait présents. La vie des habitants s'organise, rythmée par l'arrivée des navires qui ravitaillent la colonie. À peu près un navire tous les 2-3 mois. La petite colonie va atteindre, avec les naissances, à un moment donné, un effectif d'un peu plus d'une centaine de personnes, militaires, ouvriers et leurs familles. Mais quand plus tard la compagnie anglaise va faire faillite, seuls 2 ouvriers vont demeurer sur l'île, Larsen et Schulz. Les colons ne manquent pas d'esprit d'entreprise, ils vont faire venir de la terre noire par bateau et parviennent au bout d'1 an à exploiter un potager qui va pouvoir donner des légumes frais à la colonie. C'est un potager d'ailleurs qui doit protéger des prédateurs, des nombreux prédateurs, mais surtout des crabes. Et ils ont même organisé un élevage de cochons et un poulailler. Le lieutenant Arnaud Ramón y Vignon, donc promu gouverneur de l'île, fait quelques allers-retours au Mexique, y épouse la jolie et jeune Alicia Rovira, qui n'a que 18 ans. Il l'emmène bientôt sur l'île de la Passion. Elle aura 4 enfants au monde dans ce coin perdu. Elle mettra 4 enfants au monde dans ce coin perdu. Durant tout ce temps, le litige territorial entre la France et le Mexique n'est toujours pas réglé. Le 2 mars 1909, la France et son président de la République, Fallières, concluent avec le Mexique et son président Porfirio Díaz un accord pour soumettre la question de la souveraineté de l'île à l'arbitrage du roi d'Italie, Victor Emmanuel III. Mais cet arbitrage sera finalement ajourné en raison de la Première Guerre, d'abord des tensions européennes et ensuite de la Première Guerre mondiale. Donc tout paraît suivre son cours sur l'île quand l'instabilité politique du Mexique va rattraper les habitants de Clipperton et provoquer un terrible drame humain. En effet, la guerre civile éclate en 1910 au Mexique, menée par, entre autres, Francisco Madero, Pancho Villa et autres Emilio Zapata. Le président mexicain Díaz va tenter de réprimer l'insurrection dans le sang, mais il est contraint de quitter le pouvoir en 1911. Le Mexique s'installe dans le chaos. Les conséquences immédiates pour les habitants de l'île est qu'ils sont totalement oubliés par le Mexique et que plus aucun navire ne vient désormais les ravitailler. Heureusement, encore une fois, la colonie a de l'eau douce, un potager, des cochons, le poulailler, et ils arrivent à tenir quelques mois. Mais les conditions sont de plus en plus difficiles. Schulz, l'ancien employé de la compagnie anglaise, qui est responsable de l'intendance, est de plus en plus inquiet. D'autant plus qu'en février 1914, un navire américain, le Nokomis, fait naufrage sur les récifs de l'île pendant un terrible ouragan et que les 12 rescapés vont se réfugier sur l'île et vont s'ajouter à toutes les bouches à nourrir. Et toujours pas de navire de ravitaillement en vue. La population de l'île est alors d'une 40aine de personnes. 4 mois plus tard, au mois de juin, Ramón, Arnaud et Vignon et le commandant du navire décident, parce que la situation devient critique, de réparer la chaloupe du navire et de tenter, avec quelques hommes, de rejoindre les côtes mexicaines. Ils arrivent à Acapulco après 17 jours de mer, ils sont partis à 4, mais peuvent enfin demander du secours. Un navire américain, le Cleveland, qui relâche dans le port d'Acapulco, prend la décision d'aller secourir la colonie. Et arrivé à Clipperton, le commandant de ce navire propose à toute la colonie, évidemment, de la ramener sur le continent. Alors donc la situation du Mexique est vraiment trop instable et que pour assurer de manière continue le ravitaillement et que la colonie et ses habitants sont en danger. Mais le lieutenant Arnaud de Vignon prend alors une décision fatale. Il considère que son devoir est de rester sur l'île pour maintenir la présence mexicaine.
De plus, le navire qui leur propose cela est un navire américain et les relations entre le Mexique et les États-Unis ne sont pas vraiment au beau fixe à ce moment-là. Bref, les hommes de Arnaud d'Évignon et leurs familles, femmes et enfants, voient le Cleveland s'éloigner, leur destin est scellé. Le commandant du navire américain note dans son journal de bord, pourtant il n'est pas très inquiet. Après enquête, il est apparu que la garnison mexicaine n'avait pas de besoin immédiat. Elle disposait de 3 ou 4 mois de provisions consistant en viande séchée et biscuits, ce qui, ajoutant les vivres que nous leur avons laissés, devrait leur suffire pour 5 mois. Pourtant, quelques mois après le départ du navire, les vivres commencent à manquer et surtout le scorbut se déclare chez les habitants de l'île. C'est une catastrophe qui décime la population en quelques mois. En 1916, il ne reste plus que 3 hommes, 6 femmes et 8 enfants sur l'île. Un matin, Arnaud d'Évignon croit apercevoir un bateau qui croise au large. Il contraint alors les hommes qui restent à embarquer avec lui sur la chaloupe et à essayer de le rattraper malgré les fortes vagues et la tempête qui s'annonce. C'est le drame. La chaloupe se retourne devant les yeux horrifiés des femmes et des enfants restés à terre. Arnaud meurt avec les autres, déchirés et dévorés par les requins qui pullulent autour des récifs. Pour couronner le tout, la tempête ravage ce qui reste du camp des colons. La pauvre veuve Arnaud d'Évignon va pendant cette nuit, quelques heures après la mort de son mari, mettre au monde un fils prénommé Angèle. Pour les femmes, c'est une autre épreuve qui commence. Le gardien du phare, Vittorio Alvarez, qui aurait été l'ancienne ordonnance de Ramon, un Mexicain descendant d'esclaves africains, qui vivait jusqu'à présent seul à l'écart de tous, a assisté au naufrage des autres hommes et va en profiter pour saisir les âmes qui restaient et les jeter dans le lagon, n'en gardant qu'une pour lui. Il se déclare alors le roi de Clipperton. Il réduit en esclavage les femmes et les enfants, profitant des premières pour assouvir ses plus bas instincts. Celles qui résistent sont assassinées. Cet enfer va durer 2 ans. Mais le 18 juillet 1917, Alvarez veut s'en prendre à la veuve de Vignon. Jusqu'à présent, il l'avait épargnée. Celle-ci monte apparemment docilement vers le phare où elle est attendue par son bourreau. Elle est accompagnée d'une autre jeune femme et de son fils de 7 ans. Les 2 femmes ont pris leur décision. Elles vont alors profiter d'un moment d'inattention d'Alvarez pour le frapper à mort, à coups de marteau et de couteau, pendant que l'enfant s'est saisi de l'arme. Un instant plus tard, en sortant du phare, un miracle se produit. Ce que le groupe attendait depuis plus de 2 ans arrive enfin, un navire. Nous sommes en 1917. Le 18 juillet, les États-Unis sont donc rentrés en guerre et le 18 juillet, le navire américain Yorktown patrouille dans le Pacifique à la recherche de sous-marins ennemis. Le commandant et ses officiers veulent juste contrôler que l'île n'est pas occupée par des ennemis, mais la mer est agitée, ils mettent du temps à aborder l'île, mais ils peuvent enfin secourir les 11 survivants, 3 femmes, une adolescente et 7 enfants. Le journal de bord du commandant du navire rapporte son étonnement et la pitié que tous ressentent devant la détresse dans laquelle les femmes se trouvaient. La maigreur de tous, en particulier du petit Angèle qui est atteint de rachitisme. Ainsi, le capitaine Péril pensait qu'Alicia avait 40 ans alors qu'elle n'en avait en réalité que 29. Une fois à bord, les femmes et les enfants peuvent raconter leur effroyable séjour sur l'île. Le Yorktown rallie le port de Salina Cruz au Mexique, où les membres de la famille des survivantes ont été prévenus par radio. Le 22 juillet 1917, il aborde donc le port de Salina Cruz. Là, le père d'Alicia Arnaud, Félix Rovira, attend sa fille. Le pauvre homme pensait que toute la colonie avait péri. Les retrouvailles furent extrêmement émouvantes, au point que même les marins du Yorktown en furent émus. Ils rassemblèrent par ailleurs une petite somme d'argent qu'ils donnèrent aux rescapés pour faciliter leur retour à une vie normale. Donc les survivants, en définitive, étaient Alicia Ramon Invignon et ses 4 enfants, leur domestique, la femme d'un lieutenant et sa fille, et 3 orphelins. Voilà l'histoire des oubliés de Clipperton. En 1931, l'arbitrage désigna la France comme État souverain de l'île de Clipperton. Une stèle le rappelle désormais sur les rivages de l'île. La marine française va y lever les couleurs 1 fois par an. Cela n'a pas empêché les Américains de l'investir pendant le second conflit mondial pour en faire une de leurs bases dans le Pacifique, aujourd'hui abandonnée, mais dont il reste quelques vestiges rouillés. En 2016, un député français, spécialiste des territoires ultramarins, a demandé que l'île soit rebaptisée officiellement La Passion Clipperton, ce qui rendrait justice à l'action des 2 navigateurs français qui l'ont découverte.
J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Éric Vieux de Morzadec pour évoquer avec lui la guerre de sécession. Mais plus particulièrement un aspect bien précis de ce conflit du milieu du 19e siècle, c'est la présence des Français dans cette guerre civile, comme disent les Américains, et plus précisément la présence des Français dans le camp des confédérés, dans le camp des sudistes, les méchants par rapport à la doxa actuellement dominante, puisqu'Éric Vieux de Morzadec, qui est un officier en retraite, qui a servi dans les parachutistes, eh bien, Éric Vieux de Morzadec vient de publier le premier bataillon de zouaves de Louisiane aux éditions Folfer de notre ami Alain Sanders, et c'est de ces zouaves dont nous allons parler, car il faut bien dire que le terme même aujourd'hui paraît bien lointain. On connaît le zouave du pont de l'Alma, mais l'histoire réelle qui sert de toile de fond à tout ça est encore toujours largement ignorée par nos contemporains. Seuls les plus anciens se souviennent que jusqu'à l'époque de la guerre d'Algérie, à l'époque où nous avions une armée d'Afrique, il y avait à l'intérieur de celle-ci des régiments de zouaves. Alors, Éric Vieux de Morzadec, tout d'abord, pourquoi ce thème, pourquoi ce sujet? Dans quelles conditions est-ce que vous vous êtes intéressé à ces zouaves français, donc, qui combattent aux côtés des confédérés? Bonjour d'abord et merci de me recevoir. Alors, en fait, vous avez raison, c'est très anecdotique maintenant dans notre souvenir, c'est même complètement occulté et oublié. En fait, pourquoi? Tout simplement, je dirais, parce que j'aime les causes perdues. Je suis à moitié breton, moitié vendéen, donc si vous voulez, les Chouans, l'armée catholique et royale. Je vois que le cas est lourd. Les bataillons de zouaves, etc., les armées blanches, etc. Tout cela me passionne, m'intéresse. On s'arrêtera là. Voilà, on s'arrêtera là. Et disons que, de plus, ma grand-mère avait un cousin qu'elle évoquait de temps en temps, qui était général dans l'armée confédérée, français, bien entendu, enfin d'origine française, et ça m'avait toujours interpellé. Le général Bourgard. Voilà. Pierre-Gustave Toutant de Bourgard, qu'elle appelait le cousin Gustave. Voilà. Et ça m'avait toujours interpellé. En fait, je n'aime pas les choses toutes faites, toutes dites. Quand on vous dit, comme vous venez de l'évoquer, d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants, dans une guerre, c'est jamais blanc et noir. C'est jamais aussi simple. C'est toujours un petit peu plus compliqué que cela. Et disons que mon attention a été appelée sur ces Français, comme vous l'avez évoqué, qui se sont engagés, d'ailleurs je dois le dire, des deux côtés, mais beaucoup plus, sur 54 000 Français, à peu près une trentaine de mille ont participé à la guerre de façon active, et 70% étaient dans les armées du Sud. Ce sont des effectifs de cette importance-là? Absolument. Les Français qui ont participé à la guerre de sécession? Oui. Alors certains en unité constituée, si j'ose dire, comme le premier bataillon de zouaves, d'autres à titre individuel, dans des régiments, notamment en Louisiane, où certains régiments, d'ailleurs, les commandements étaient donnés en français, les gens chantaient la Marseillaise, etc. Et dans le Nord également, on a eu le cas assez connu des princes de la maison d'Orléans qui sont venus s'engager aux côtés du Nord, de Régis de Trobriand, par exemple, qui était un colonel qui a laissé beaucoup de souvenirs sur son engagement dans le conflit, lui comme colonel. Et dans le Sud, vous aviez, notamment en Louisiane, une grosse communauté francophone, je dirais. La Louisiane, alors je parle de l'État de Louisiane, je ne parle pas de la Nouvelle-France, qui était beaucoup plus grande et presque rejoignait pratiquement le golfe de Floride jusqu'au Canada, en passant par l'ouest des Appalaches. C'était gigantesque, mais peu peuplé. C'est une histoire qui s'est terminée. C'est une autre histoire qui s'est vite. Voilà. Et en Louisiane, vous aviez notamment une ville comme la Nouvelle-Orléans, que les Américains appellent the Crescent City, c'est-à-dire la cité en croissant, parce qu'elle a une forme de croissant le long de la mer, qui était pratiquement pas coupée, parce que les gens se fréquentaient, mais
on pourrait dire, séparée en deux. Il y avait la ville anglophone et la ville francophone. Et la ville francophone, les gens y vivaient, on l'appelait le Petit Paris, ils vivaient à l'heure européenne et parlaient français. On parle des beaux et des belles de la Nouvelle-Orléans. Voyez, et il y avait également, sans les oublier, nos frères cajuns. Oui. D'ailleurs, le terme cajun vient du mot acadien. Acadien, qui a donné les Cadiens, oui. Et puis dans leur patois local, les Cajuns. Il faut rappeler d'ailleurs comment ils sont arrivés là. Par le grand dérangement, c'est-à-dire qu'une fois que le Canada est devenu anglais, les Anglais ont procédé à l'expulsion, on peut le dire, presque manu militari. Déportation massive. Exactement, je n'osais pas le dire. On dirait des ça aujourd'hui. Des Acadiens, qu'on appelait les Acadiens, de l'Acadie, qui sont descendus vers le sud et ont rejoint la Louisiane, qui était française. Elle était encore française jusqu'en 1803. Voilà, jusqu'en 1803. Alors elle était devenue un petit peu espagnole à la fin du 18e siècle, et puis ensuite, jusqu'à ce que Bonaparte décide de vendre ses quelques arpents de neige, pour citer Voltaire. Mais il n'y avait pas beaucoup de neige en Louisiane. Pas beaucoup de neige en Louisiane. Mais bon, il s'en est séparé. Et la Louisiane a été rattachée dans les années 1840 aux États-Unis. Elle est devenue un État à part entière. Elle est devenue un État à part entière. Voilà. Mais elle a continué à vivre une grande partie à l'heure française. La différence entre le nord et le sud n'est pas seulement géographique, elle est également, je dirais, culturelle, civilisationnelle. Vous aviez un nord industrieux, libéral, très protestant, WASP, comme on dit là-bas, blanc, protestant, etc. Marqué par le puritanisme des origines. Et par la franc-maçonnerie. Des colons du Mayflower. Et par la maçonnerie. Et par l'esprit des Lumières. L'esprit des Lumières. Et le Sud était beaucoup plus identitaire, beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus agraire, enfin agricole. Et quand vous passez aux États-Unis du Nord au Sud, vous passez également par différentes... Vous passez d'un climat, je dirais, tempéré, jusqu'à un climat tropical. Je rappelle qu'en Floride et en Louisiane, ce sont des climats tropicaux. Oui, et donc, avec les cyclones qui vont avec. Oui, voilà. Et les gens ne sont pas les mêmes, les populations sont complètement différentes, n'ont pas les mêmes références, n'ont pas les mêmes habitudes. Pour schématiser, je dis souvent que les enfants du Nord, à l'époque, faisaient Harvard, comme disent les Français, et les gens du Sud faisaient West Point. Oui, voilà. Ce qui explique d'ailleurs qu'au début de la guerre, le Sud était surreprésenté à West Point. Le Sud a tenu tête, malgré une supériorité industrielle, technique, mécanique et démographique écrasante de la part du Nord. Ils ont tenu tête pendant 4 ans parce qu'ils avaient, entre autres, les meilleurs officiers. Le général Lee sortait de West Point, le général Jackson également, le général Beauregard, pour citer les Français, sortaient tous de West Point et avaient des places honorables, plus qu'honorables même. Et voilà, donc si vous voulez, la guerre de sécession, l'origine de la guerre de sécession n'est pas n'inclut pas l'esclavage. L'esclavage était en voie de disparition. Il faut savoir que la traite avait été interdite en 1808 et qu'en fait, vous aviez en gros 1000 personnes dans le Sud qui possédaient 100 esclaves et plus. Alors, je vais citer des exemples. Vous aviez le général Lee, par exemple, qui est très, très connu, puisqu'il a été le grand chef d'état-major de l'armée confédérée. Lorsqu'il a épousé sa femme, il a hérité par mariage de la propriété d'Arlington, qui est maintenant le cimetière national américain sur la rive sud du Potomac à Washington. Et il y avait 300 esclaves. Il les a immédiatement affranchis. Et tous sont restés travailler sur la propriété, ce qui prouve bien qu'ils n'étaient pas. On était loin de la case de l'oncle Tom il faudrait évoquer aussi le fait des contingents noirs qui ont combattu dans le camp confédéré, dans le camp sudiste, dans le camp confédéré, ce qui remet un peu les choses en place par rapport aux idées reçues généralement dominantes. Disait: je suis catholique. Je ne peux pas être esclavagiste. N'oublions pas qu'au début de la guerre, vous avez des journaux à Boston et à Washington qui ont titré, des journaux nordistes, donc qui ont titré « Il faut exterminer les catholiques ». N'oublions pas qu'ensuite, après la guerre, le Ku Klux Klan s'est bâti pour lutter contre les Noirs, les Juifs et les catholiques. Ce que beaucoup de gens oublient. Donc des gens comme le général Beauregard, d'origine française, catholique, ou le prince Camille de Polignac,
comment voulez-vous que ces gens-là soient esclavagistes? Ils étaient catholiques pratiquants, etc. Alors que pour le Nord, on disait oui, mais les catholiques sont asservis au pape, et donc l'esclavage ne leur est pas étranger. Enfin, vous voyez, c'est des caricatures, mais des il faut rappeler que parmi les pères fondateurs, les Washington, Jefferson et autres, voilà des gens qui étaient des propriétaires d'esclaves en leur temps. Lincoln avait écrit en 1858, donc peu de temps, 3 ans avant la guerre, et 2 ans avant son élection, que s'il pouvait faire la guerre sans délivrer un seul esclave, il le ferait, qu'il y a 2 races, la blanche et la noire, qu'il n'envisageait pas du tout qu'un noir puisse devenir citoyen des États-Unis, puisse devenir juré, puisse épouser une blanche. Vous voyez, on est loin un peu on est loin de la bien-pensance, de la doxa qui nous est enseignée. Actuelle. Et on verra pendant la guerre, d'ailleurs, perpétrer des crimes absolument atroces de la part des troupes de l'Union, notamment lors de la marche à la mer de Sherman, qui est comparable aux colonnes infernales de Turow. C'est ça. Et on verra des Noirs défendre les propriétés de leur maître, si j'ose dire, et certains se faire massacrer. Il y a eu des massacres épouvantables. Il y a eu des pogroms de Juifs, ce que l'on oublie, ce que l'on a occulté. Il y a eu des déportations. Pendant la guerre de sécession, il y a eu des pogroms de Juifs, mais qui était le fait de Yankees. De nordistes. Par exemple, lorsque le général Butler a pris la Nouvelle-Orléans, il a tout de suite fait fermer, piller au passage, tous les magasins juifs. Et il a fait expulser les gens, parce qu'il a dit, les Juifs, leur argent, ce sont les 30 deniers de Judas. Ah oui. Et donc, voilà, c'est complètement occulté. Ah oui, ça c'est un aspect des choses. Mais ce général a été surnommé The Beast, ce qui signifie la bête. Oui, il avait même fait afficher un poster, si j'ose dire, un avis, enjoignant à ses hommes de considérer les femmes de la Nouvelle-Orléans comme des femmes de joie, des filles de joie. Donc, autrement dit, c'était le retour tout un programme, le droit de cuissage de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Bon. Voilà. Alors, pour revenir au bataillon de Zouaves de Louisiane, je disais donc qu'il y avait en Louisiane beaucoup de Français, soit des Français, ce qu'on appelait les créoles, qui étaient nés sur place, parfois de vieilles familles, issues de vieilles familles françaises qui s'étaient établies là lorsque la Louisiane était française, même pour certains depuis Louis XIV, mais qui avaient gardé leur tradition française. Et puis, vous avez eu beaucoup de vagues d'immigration, si j'ose dire, pendant la Révolution, après la Révolution, après l'Empire, avec les demi-soldes qui sont venus rejoindre la Louisiane. Et puis, vous avez eu également beaucoup de gens venus d'Haïti. Haïti, après l'indépendance d'Haïti et l'ancienne Saint-Domingue. Beaucoup de gens, et ce qui fait qu'il y avait en Louisiane des propriétaires d'esclaves qui étaient noirs. Et qui venaient d'Haïti. D'accord. Voilà. Alors, donc je disais que l'esclavage n'était pas la cause principale de la guerre de sécession. Personne ne l'évoquait à ce moment-là, ou très peu de monde. Plus personne n'y croit aujourd'hui, en dehors John Brown, des gens comme ça, quelques en dehors illuminés, du clergé médiatique, plus personne n'y croit aujourd'hui. Bien sûr. Et simplement le fait est que le Nord dominait les États-Unis, l'ensemble du continent nord-américain économiquement. Le Sud était cependant le pourvoyeur de 60% des exportations des États-Unis à l'époque, que constituaient le coton et le tabac. Alors tout cela était produit dans le Sud, manufacturé dans le Nord et expédié notamment vers l'Angleterre et la France, par Boston, etc., New York et autres ports du Nord. Et à un moment donné, les nordistes ont décidé d'imposer des barrières douanières. Ce qu'on a appelé le Moral Tariff. Oui, c'est la mode du protectionnisme à l'époque. C'est le protectionnisme organisateur de l'allemand Frédéric List. À toutes les denrées venant du Sud. Ce qui fait qu'à un moment donné, les sudistes donc, étaient exploités, étaient ruinés. Ils ont dit, écoutez, nous, vous êtes gentils, mais on va manufacturer nous-mêmes. Et puis on va exporter nous-mêmes, parce qu'il y a quand même des ports dans le Sud, Mobile, la Nouvelle-Orléans, Charleston, etc., Wilmington. Et donc l'industrie du Nord, les industriels du Nord se trouvaient en risque de faillite. Et donc ils ont en quelque sorte poussé Lincoln dans ses derniers retranchements et l'ont poussé à déclarer la guerre. Enfin, à déclarer la guerre. Il ne pouvait pas déclarer la guerre à un État qui n'existait pas.
Le premier État qui a fait sécession, c'était la Caroline du Sud en décembre 1860. Il faut savoir que le fait de faire sécession de l'Union était tout à fait légal, puisque c'était même dans la Déclaration des droits et dans la Constitution des États-Unis de 1788. Mais Lincoln s'est assis sur tout cela. Il a même, aboli l'habeas corpus. Il s'est assis sur la Déclaration des droits. Il a fait élaborer une nouvelle constitution, bien sûr, pour favoriser l'État centralisateur fédéral et non pas confédéral. Ce qui fait que beaucoup d'États, du Sud notamment, ont décidé de rejoindre ce noyau de confédération. Alors vous avez eu la Louisiane, le Texas, l'Alabama, le Tennessee, le Kentucky, etc. 13 États. Et 13 États. Et vous avez eu quelques États frontières qui voulaient se déclarer neutres, mais comme le Maryland et le Missouri, mais tout de suite le Nord a jeté son dévolu d'une façon assez rigoureuse militairement parlant sur ces États. Et ce qui fait que vous avez un État, par exemple, comme le Maryland, où vous avez des régiments dans les deux camps. Vous avez des régiments du Maryland, dans le Delaware également, etc., au Kansas. Et c'est sous la pression du Nord que finalement le Sud va réagir. Alors le Sud va réagir. L'affaire de Fort Sumter. Voilà, parce qu'en fait, Lincoln va lever une armée de 75 000 hommes. Il faut savoir qu'à l'époque, l'armée américaine, c'était à peu près 13 000 hommes. C'était une petite armée qui était sur la frontière, comme on disait, face aux Indiens notamment. Et il a levé 75 000 hommes pour envahir le Sud. Et donc, il a proposé le commandement de cette armée à Lee, par le biais de son ministre de la guerre. Lee a été convoqué à Washington, et lorsqu'on lui a fait cette proposition, il a dit au ministre de la guerre, écoutez, vous regardez par la fenêtre, vous allez voir de l'autre côté du Potomac ma propriété, Arlington, il se trouve en Virginie. Vous allez me demander de commander une armée qui va envahir mon État natal. Je ne peux pas accepter, et il a le lendemain accepté le commandement de la milice de Virginie. Et voilà. Et donc, Fort Sumter, oui, pourquoi Fort Sumter? Parce que Fort Sumter, c'est une petite île, un petit fortin yankee qui était dans la baie de Charleston, et les Confédérés ne pouvaient pas admettre d'avoir cette épine dans leur talon, et donc ont ouvert le feu. Il n'y a eu aucune victime d'ailleurs, aucune victime. C'est d'ailleurs le général Beauregard qui commandait à Fort Sumter, mais alors tout de suite ça a été le prétexte à l'invasion, etc. Et puis alors les gens se sont levés en masse pour se défendre. En fin de compte, qui peut accepter qu'une armée étrangère, enfin une armée, quelle qu'elle soit, puisse envahir son territoire? C'est un certain modèle d'interventionnisme yankee qui se met déjà en place à l'époque. Alors, il faut rappeler aussi dans ce contexte que la France de Napoléon III est plutôt favorable au Sud. Non seulement la France de Napoléon III, mais l'Angleterre de la reine Victoria. Oui. Parce que, alors prenons l'exemple de la France, notamment pour deux raisons. La première, c'est que l'industrie textile française se trouvait bien empêtrée parce qu'il n'y avait plus de coton qui arrivait, et la majorité, je dirais 100% du coton venait du sud des États-Unis, et comme le Nord avait imposé un blocus maritime très difficilement franchissable, mais ça s'est passé quand même, Napoléon III était embêté, et d'autre part, Napoléon III souhaitait avoir les mains libres au Mexique. Voilà, c'est ça. Et les Confédérés le laissaient absolument tranquille. De même qu'ils ont laissé tranquille les Indiens d'ailleurs, qui pour la grande majorité ont pris position pour le Sud. Ils vont le payer très chèrement après la guerre. Notamment les Cherokees. Notamment les Cherokees, par un génocide épouvantable perpétré par les mêmes Sherman, Custer, Sheridan, qui avaient massacré les sudistes. Les criminels de guerre. Oui, on ne se refait pas. Nordistes bien connus. Voilà. Mais les Indiens prendront leur revanche sur Custer. À Little Bighorn, quelques années plus tard. Malheureusement, il va entraîner tous les soldats de son régiment. Voilà. Enfin bon, bref. C'est une autre histoire. Donc les bataillons, les zouaves de Louisiane. Alors les zouaves de Louisiane ont été mis sur pied pratiquement dès le début de la guerre par une famille française.
d'origine belge, les Coppens, qui s'étaient installés à Dunkerque et qui avaient été créés barons par le roi Louis XVIII. Ensuite, ils ont émigré à la Martinique avant d'émigrer en Louisiane. Mais ils étaient français, citoyens français. Ils étaient une fratrie et le père lui-même avait été officier, les 3 frères étaient militaires, les 2 aînés étaient officiers et ils ont sollicité l'autorisation du gouverneur de la Louisiane pour lever un bataillon de zouaves. Ça leur a été refusé, et donc ce qu'ils ont fait, à l'époque ça se faisait, ils ont écrit au président Jefferson Davis. À l'époque, la première capitale de la Confédération était Montgomery en Alabama, et le colonel Coppens, enfin le major Coppens, est allé directement voir le président, qui l'a reçu très aimablement, et lui a donné l'autorisation. Le maire de la ville était lui-même très content de voir mis sur pied, et donc le bureau de recrutement a été installé dans la Nouvelle-Orléans, mais le camp d'entraînement a été mis à l'extérieur de la ville pour ne pas heurter le gouverneur Moore, qui était opposé, enfin par principe. Pourquoi était-il opposé? Par le fait qu'on lève un régiment, mais par le fait que ce n'était pas lui qui nommait les officiers. Donc il y avait beaucoup de népotisme à l'époque. Nommer quelqu'un chef de corps, ça faisait très bien, ça faisait du clientélisme. Alors c'est surtout ça qui le vexait. Alors ces gens-là vont être... alors le recrutement va très bien se passer, même on va être obligé de refuser du monde, notamment les gens de bonne famille. Parce que ce que voulaient les frères Coppens, c'était constituer un régiment de combattants. Pourquoi de zouaves? Eh bien, rappelons-nous que les zouaves ont été créés, les unités de zouaves ont été créées par la France en Algérie. En 1830, c'est le général Cluzel qui a mis sur pied les premières unités de zouaves. D'où vient le nom zouave? Il vient d'une tribu kabyle qu'on appelait les Awawa, et qui s'était ralliés aux Français. Et les Awawa, c'est devenu zouave par les déformations linguistiques. Et au départ, les unités de zouaves étaient constituées de Maghrébins. Et peu à peu, leur réputation étant telle, et leurs uniformes étaient quand même bien fringants. Rutilants. Beaucoup de Français, de pieds noirs d'abord, et ensuite de Français, se sont enrôlés dans les zouaves. Il y a eu plusieurs régiments de zouaves, vous y avez fait allusion tout à l'heure, jusqu'à la guerre d'Algérie, jusqu'à l'armée d'Afrique. En fait, les zouaves ont toujours été des unités d'élite. Et les zouaves avaient aux États-Unis une aura assez particulière. Rappelons-nous qu'à l'époque, on se situe donc en France sous la période du Second Empire, et les campagnes de Crimée d'Algérie et d'Italie avaient une renommée extraordinaire. Et les zouaves, parmi eux, avaient cette renommée incroyable, tant et si bien qu'une troupe théâtrale avait fait une tournée dans tous les États-Unis pour montrer les zouaves et exalter les valeurs guerrières de ces troupes d'élite. Et ceci a fort impressionné les gens, tant au nord qu'au sud, ce qui fait que pendant la guerre de sécession, nous aurons 345 unités de zouaves qui vont être mises sur pied, dans un camp et dans l'autre, dont 27 dans le sud, et dans le sud, notamment les zouaves de Louisiane. Alors, des unités de zouaves, ce sont des bataillons, des régiments? Alors là, il s'agissait... Quel effectif? Ils souhaitaient créer un régiment. En fait, ils ont créé un bataillon, à peu près 600 hommes. 600 hommes. C'est pour ça que le patron du bataillon a été lieutenant-colonel. Il n'a pas pu être nommé colonel puisqu'il ne commandait pas de régiment. Bien que parfois il ait eu sous ses ordres des effectifs, parce qu'on a amalgamé au cours des campagnes d'autres régiments, d'autres unités, notamment par exemple les zouaves, les Tigres de Louisiane, de Robert DeWitt, qui avait un pantalon rayé, et qui en fait ont tellement combattu ils étaient réduits à une peau de chagrin, et ils ont été amalgamés aux zouaves de Coppens, qui sont devenus les Tigres de Louisiane. Il est à noter que l'équipe de football de la Nouvelle-Orléans, à l'heure actuelle, s'appelle les Tigres de Louisiane. C'est une allusion toujours vivace. À ce passé-là, parce qu'ils ont laissé une image assez extraordinaire dans l'esprit. Alors ils vont être de tous les grands combats du Sud. Absolument. De la plupart des grands combats du Sud. On suit le conflit dans son intégralité. On suit le conflit. Notamment la bataille des 7 jours, comme son nom l'indique, dura 7 jours. C'est épouvantable. 7 jours d'affilée à faire la guerre, de 8h du matin, enfin du lever du soleil au coucher du soleil. C'est une époque où on n'est pas dans la guerre de position du type de 1914 encore. La guerre de sécession a été la première guerre moderne, mais faite selon des traditions du 19e siècle. D'où
une hécatombe épouvantable, 750 000 morts, soit plus de morts en 4 ans que durant tout le XXe siècle pour l'armée américaine. C'est épouvantable. Il y avait des armes, c'est la guerre de sécession, rappelons-le, c'est la première utilisation des fusils à canon rayé, quelques mitrailleuses, mais surtout l'artillerie lourde, les obus explosifs, les mines, les roquettes, le train. Oui, le télégraphe, les bateaux cuirassés, le sous-marin. Première guerre moderne. Oui. Première guerre moderne, dont d'ailleurs nous, Français, n'avons tiré aucune leçon, et on va le payer cher en 70. Oui. Alors, dans ce cadre-là, les Zouaves, effectivement, ont participé à toutes les grandes batailles, enfin, pas les toutes premières, pas la première Manassas, mais Antietam. Oui, ils étaient à Antietam. Alors, Antietam, c'est une bataille qui a fait 24 000 tués en une journée, soit plus de morts que le jour de deuil de l'armée française, le 23 août 1914. C'est épouvantable. Quand on considère qu'il n'y avait pas... Enfin, il n'y avait pas de grenades, il n'y avait pas de choses comme ça, il n'y avait pas d'aviation, il n'y avait pas de bombardement. Les gens se tuaient au fusil, au couteau. C'était absolument dément. Alors j'avais posé la question une fois à un Rangers américain, pourquoi tant d'acharnement entre les hommes? C'est parce qu'ils étaient tous convaincus de leur bon droit et qu'il y avait une haine farouche pour le camp d'en face. Et donc, les sudistes défendaient leur ville, leur terre. Donc, si vous voulez, ils se sont battus jusqu'au bout, jusqu'à la reddition, en fait, en 1865, qui ne s'est pas fait en une seule fois. Alors, vous avez raison quand vous dites que ce n'est pas une guerre traditionnelle. Ça a été une guerre de mouvement, de rencontres, sauf en quelques occasions où il y a eu des sièges. Vicksburg, notamment, Vicksburg, et puis Richmond, notamment, Yorktown également, où même les Zouaves ont repris les positions dans les bastions qu'ils ont retrouvés, qui avaient été élaborés, mis en place par Lafayette en 1780. Absolument, à l'époque de la fameuse bataille de Yorktown, qui fera si honte au général anglais Cornwallis, qui ne se présentera pas pour déposer les armes face à Washington. Et alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci pour toutes ces informations passionnantes. Je crois que ça sera une découverte pour nos auditeurs. Je rappelle le titre de votre livre, donc, du lieutenant-colonel Éric Vieux de Morzadec, Le premier bataillon de Zouaves de Louisiane, aux éditions Folfer.